Alors, Jérôme, je ne t'entends pas. Ça fonctionne, Jérôme. C'est bon. Alors, je croyais que ça fonctionnait, mais ça ne fonctionne pas à nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que quelqu'un entend Jérôme à tout hasard? C'est peut-être moi qui ai un problème. Ok, vas-y. Essaie de résoudre le petit souci technique, Jérôme. Non plus. Bon, encore 2, 3 secondes. Vas-y, tente. Sinon, on prend la main avec Chantal, Jérôme? Qu'en penses-tu? Ok. Bon, la bienvenue vous est souhaitée à toutes et à tous. Jérôme est en train d'essayer de résoudre un petit problème technique. Vas-y, essaie à nouveau de parler, si tu veux, Jérôme. Allez, on va commencer avec Chantal. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire, cette visioconférence qui a pour thème se préparer et se présenter à un entretien de recrutement. Alors avant tout, je tiens à remercier Jérôme Vacher de la PFRH Nouvelle-Aquitaine. Alors je suis désolé Jérôme parce que donc tu devais ouvrir officiellement ce webinaire. Il y a des petits soucis techniques. Néanmoins, tu seras présent durant ce webinaire en off pour bien faire le modérateur, mais aussi pour nous aider en fin de webinaire pour synthétiser les questions auxquelles on pourra répondre. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à réagir dans la partie discussion publique que vous avez. Alors j'ai vu que vous êtes déjà beaucoup à réagir, à nous saluer, donc bonjour à vous toutes et tous. On est parti pour 1 heure ensemble. Ce qui est prévu, c'est que l'on se présente tout d'abord avec Chantal et je vais dire quelques mots sur toi, Chantal. Alors, tu es conseillère en ressources humaines au Centre ministériel de valorisation des ressources, plus particulièrement au CVRH de Tours. Cette entité, c'est une entité qui relève du pôle ministériel écologie, territoire, énergie, mer. Et tes activités sont surtout en lien avec l'accompagnement des agents dans le cadre de leur parcours professionnel ou de leur carrière, mais aussi l'accompagnement des services qui relèvent de ce pôle ministériel pour des questions d'ordre managérial, la conception, l'élaboration de projets de services ou tout plein de projets qui peuvent être traités au cas par cas. Alors la particularité que tu as, Chantal, pour ce webinaire, c'est que tu as aussi été recruteuse par le passé, donc ton expérience sera très utile, ta vision des choses sera très utile. Bienvenue, Chantal. Merci Mickaël et merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et tous. À mon tour maintenant de vous présenter Mickaël. Mickaël qui, vous l'avez compris, fait partie de cette équipe auquel j'appartiens. Donc, ces missions qu'il vient de décrire, il les exerce également, mais en plus, Mickaël, c'est l'adjoint à la responsable du pôle conseil et surtout, c'est une personne confirmée sur le sujet du recrutement. Autant dire que toutes vos interrogations vont trouver pleinement sens sur le sujet du recrutement auprès de lui. Il va savoir réveiller les super pouvoirs qui sommeillent en vous. Alors, pour le déroulé de l'atelier, ce que Mickaël et moi, on vous propose, finalement, c'est de l'organiser en 2 temps, qui va être consacré à la préparation de cet entretien de recrutement, et puis l'autre à la présentation. Donc, concernant la préparation, on va aborder le projet d'évolution professionnelle, le décryptage, la production des supports, alors à la fois ceux sur lesquels vous allez vous appuyer et puis ceux que vous allez élaborer, et puis finalement aussi essayer de se projeter dans les attentes d'un recruteur. S'agissant de la présentation à cet entretien de recrutement, nous pourrons voir ensemble quels sont les formats possibles, découvrir aussi ce que sont les recruteurs,
quelles sont leurs attentes, leurs besoins, et puis quelques conseils que nous partagerons ensemble et in fine, place aux échanges. Sans plus attendre, on va commencer. Cette première partie qui vient d'être présentée par Chantal, c'est se préparer à un entretien de recrutement. Donc, si tu veux, Jérôme, passer à la slide suivante, on va enfoncer, on va commencer par enfoncer une porte ouverte. Encore la slide d'après. Super, merci beaucoup. C'est pour se préparer à un entretien de recrutement, c'est bien entendu de définir son projet d'évolution professionnelle. Alors, hier, il y a eu plusieurs conférences qui tournaient autour de la thématique « Un projet professionnel qui me correspond ». Ça permet en fait de pouvoir être au clair sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus. Ce travail préparatoire permettra de mieux se connaître, de mieux connaître sa volonté pour, au final, se présenter à un recruteur ou une recruteuse. Alors, dans les moyens qui sont à mobiliser, on a exemple, selon la slide suivante, eh bien des possibilités de réaliser un bilan professionnel, mais aussi un bilan personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est acteur, en fait, de son projet professionnel. Mais on peut s'aider de personnes autour de nous. Alors, si on fait ça à titre personnel, on peut s'aider, par exemple, d'une ressource. C'est une ressource que j'aime bien d'ailleurs en tant que conseiller, c'est agir pour son projet de mobilité professionnelle. Je répète ce guide de la DGAFP, agir pour son projet de professionnel. Alors, déjà à titre individuel, on peut réaliser notre bilan, c'est-à-dire dans notre carrière, par exemple, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, quelles sont les compétences que j'ai développées, quelles sont les ressources que j'ai mobilisées en vue de réaliser telle ou telle activité. L'objectif ici, c'est d'être au clair sur qui on est, quelles sont nos compétences professionnelles pour ensuite pouvoir les présenter, les valoriser devant un recruteur. Mais c'est ce que je disais un peu depuis le début, ce qu'on veut, ce que l'on ne veut plus, mais ce que l'on veut. Qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Quelles sont nos valeurs? Alors, ça passe souvent par des expressions « je veux »,« j'ai envie »,« je souhaiterais », etc., etc. Nos motivations, ça va bien au-delà, on le dit souvent, de l'aspect financier des choses. Quelquefois, on a envie de renouveler notre énergie professionnelle et un changement de poste peut contribuer à ça. On a envie de découvrir différentes, des responsabilités nouvelles, peut-être des enjeux nouveaux, travailler sur une posture différente. C'est être très au clair sur ce que l'on veut. Je pense aussi à quelque chose d'important lorsqu'on parle de motivation. Et là, il faut être conscient. Et c'est très intéressant devant un recruteur, c'est de vouloir développer une compétence nouvelle. Et parce que vous avez envie de la développer, eh bien, c'est peut-être très intéressant pour le recruteur qui peut préférer quelqu'un qui est motivé pour monter en compétence que quelqu'un qui a des compétences mais qui n'est pas motivé pour travailler au quotidien. Ceci étant dit, je continue. C'est aussi se repérer sur le marché de l'emploi. Ça veut dire qui je suis, quelles sont mes compétences, sur un périmètre donné, quelles sont les possibilités qui sont moi. En quoi, eh bien, mes compétences pourront répondre aux besoins des recruteurs ou de structures sur un périmètre donné. Et enfin, ce travail que l'on a réalisé, alors soit seul avec notamment le guide Agir pour son projet de mobilité professionnelle ou alors accompagné d'un tiers, peut-être que vous connaissez des conseillers mobilité carrière ou alors vous avez réalisé des bilans de compétences, eh bien, tout ce travail réalisé en amont, d'identification de vos compétences, d'être très au clair sur qui vous êtes, vos valeurs, vous permettra eh bien, de voir en quoi vous pouvez répondre aux besoins d'un recruteur, c'est l'adéquation offre de poste, offre proposée. J'en profite pour réagir tout de suite à quelque chose qui est marqué dans la discussion publique. Si vous avez des coupures, n'hésitez pas à couper votre VPN. Voilà, souvent, ça résout le problème, mais il peut y avoir autre chose.
Alors, continuons sur cette thématique, se préparer à un entretien de recrutement. Là, je viens de brosser très rapidement quelle est notre posture lorsqu'on se prépare, c'est-à-dire qu'on est très au clair sur où on veut aller. Quelquefois, on a besoin de définir ça et on peut s'entourer pour ça. Alors, la slide suivante nous fait passer tout de suite à quelque chose d'important. C'est lorsqu'on regarde le marché de l'emploi sur un secteur donné, on prend connaissance de beaucoup de fiches de poste ou quelquefois pas trop. Et là, j'ai envie d'ailleurs de vous glisser un petit conseil au passage. Lorsque vous faites une recherche d'un emploi, allez au-delà du simple intitulé de la fiche de poste, voire du domaine dans lequel vous recherchez, notamment sur la place de l'emploi public. Allez découvrir aussi les autres de poste. Et je tiens à dire quelque chose d'important, c'est que les besoins des recruteurs apparaissent dans les compétences attendues. Et quelquefois, on peut être surpris de voir que des compétences attendues correspondent aux nôtres, alors que l'intitulé de la fiche de poste ne nous a pas attirés au départ. Alors, on a réalisé une cartographie, on a vu quelles sont les fiches de poste sur un périmètre donné, un périmètre géographique, un périmètre de catégorie, bien entendu, un périmètre de domaine, et on arrive avec une fiche de poste. Alors, pour se préparer à un entretien de recrutement avec un recruteur, il est important de décrypter cette fiche de poste pour comprendre ce qu'attend un recruteur ou une recruteuse. C'est d'être au clair sur ses besoins, de les identifier. Alors pour ça, on peut regarder bien entendu l'intitulé du poste, la fiche professionnelle. Vous pouvez retrouver des codes de répertoire, le RIM, notamment, répertoire interministériel des métiers de l'État, d'avoir des éléments complémentaires à ce qui apparaît sur la fiche de poste en termes de définition, principales activités, principales compétences attendues, mais néanmoins, la fiche de poste est là pour donner un maximum d'informations sur le poste localisé. Alors, la fiche de poste nous permet aussi de découvrir l'environnement professionnel dans lequel se trouve ce poste. Quelle est cette structure? Quelle est sa raison d'être? Pourquoi elle a telle et telle mission? Pourquoi ces missions sont déclinées en telle et telle activité dans la fiche de poste? Tout cela permet de donner du sens, en fait, à la raison d'être des activités qui seront exercées par la personne en place. Donc, j'ai rebondi rapidement sur les missions, les activités, les spécificités. Alors, très certainement qu'en regardant tout cela, vous allez peut-être vous poser des questions. Tiens, telle activité, je m'attendais pas à ça. Vous pouvez peut-être commencer à noter les questions que cela vous inspire, parce que ces questions seront à poser aux recruteurs. Et ces questions, ça permettra de nourrir un échange avec le recruteur. Bien entendu, la partie compétences attendues, c'est bien souvent là qu'on trouve 90% des besoins du recruteur. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il attend du candidat pour que la personne qui va occuper le poste puisse répondre aux besoins, les compétences attendues. Prêtez attention aux compétences qui relèvent des savoir-être de la personne. Ce sont des compétences transférables, transversales, et bien souvent, il y a quelque chose qu'on dit souvent, les savoir-être sont attachés à la personne, c'est-à-dire qu'on arrive avec, on peut les travailler, mais c'est à la marge. Les savoir-faire, on peut, en suivant des formations, monter en compétence sur les savoir-faire plus facilement que sur les savoir-faire. Donc, n'hésitez pas à prêter attention au savoir-être, aux qualités personnelles des agents qui sont attendus sur le poste. D'autant plus lorsque, par exemple, le poste est situé dans une équipe. Voilà, quelles sont les qualités interrelationnelles de la personne. Bien entendu,
décryptage de la fiche de poste, quels sont les moyens techniques qui sont mis à disposition, est-ce que ça amène de votre part des questions, est-ce que vous posez des questions, voilà, il y a souvent le sujet du télétravail qui tombe sur la table, bien entendu. Peut-être que c'est spécifié que le poste est ouvert au télétravail, mais s'il n'y a pas plus d'indications, peut-être que vous avez des questions du style combien de jours de télétravail par semaine et à quelles conditions, c'est-à-dire à partir de combien de temps. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un collègue qui justement a été un peu en retrait par rapport à une fiche de poste parce que le télétravail était possible qu'après 8 mois d'occupation du poste. Donc tout ça, c'est important d'être très au clair là-dessus et puis de voir aussi eh bien, comment la montée en compétences se fait. Et puis, s'il n'y a pas d'indication, c'est là que, lorsque je vous ai dit tout à l'heure de noter vos questions, c'est là qu'il faut le faire pour pouvoir ensuite discuter avec les recruteurs. Et puis, bien entendu, là où les personnes à contacter pour donner suite à notre démarche de candidature. Alors, là, je viens de donner quelques indications sur la fiche de poste, le décryptage. Vous êtes un enquêteur, vous êtes une enquêtrice. L'intérêt pour vous, c'est de recueillir un maximum d'informations qui vous permettront de mieux comprendre les attentes du recruteur et puis voir si vous aussi, vous vous projetez sur le poste. À titre personnel, allez, je raconte un peu ce que j'ai vécu à titre personnel. Il m'est arrivé de voir une fiche de poste qui était « waouh !» mais ça me donnait vraiment envie. Et pour autant, lorsque j'ai eu les premiers échanges avec les recruteurs après, waouh, c'était pas du tout en adéquation. Voilà. Donc bon, c'est important d'être très, très au clair sur la fiche de poste. Alors, maintenant qu'on a décrypté la fiche de poste, ça participe à notre préparation puisqu'on va comprendre quels sont les besoins, on va noter nos questions. Et si ça nous donne envie d'aller plus loin, nous aurons des choses à préparer. Les questions si on veut prendre contact, mais aussi le CV. C'est la slide d'après, s'il te plaît. Y a-t-il... Oui, je vais garder les questions pour Jérôme. Enfin, je suis un peu hyperactif. Alors, les outils à concevoir pour répondre à une offre proposée. C'est notamment le CV et la lettre de motivation. Alors, là aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais je le dis quand même. Le CV et la lettre de motivation, ce sont des réponses personnalisées à une offre de poste. Chaque recruteur a des besoins différents. Si on comprend ça, si chaque recruteur a des besoins différents, on comprend que nous allons répondre à titre individuel de façon différente. Ça veut dire que l'on ne va pas mettre en avant les mêmes choses suivant les besoins des recruteurs. Ça veut dire que notre CV, c'est une réponse personnalisée dans le sens où on va mettre en avant nos principales compétences, c'est une évidence, mais aussi nos compétences qui sont en lien avec les compétences attendues du recruteur. Et les compétences attendues sont différentes d'un poste à un autre, d'un recruteur à un autre. Donc, il y a autant de CV que de réponses à une offre. L'objectif du CV, de la lettre de motivation, c'est pas de décrocher le poste, hein. C'est surtout l'entretien de recrutement qui est là pour ça. D'ailleurs, Chantal va en parler tout à l'heure. Mais c'est de donner envie aux recruteurs de vous voir en entretien de recrutement. C'est ça votre objectif au travers de votre CV, au travers de votre lettre de motivation, c'est de donner envie de vous voir en entretien de recrutement. Alors, quelques conseils sur le CV, le curriculum vitae. Alors, slide d'après, si tu veux bien, Jérôme. Là aussi, j'enfonce des portes ouvertes. Le CV, il s'avère que pour les recruteurs, ce qui est attendu est un CV clair. Clair, ça veut dire où les informations pertinentes par rapport à ses besoins apparaissent rapidement dans le CV.
clair, ça veut dire aussi attention aux polices de taille 6. Voilà, si vous avez un CV qui est hyper lourd, hyper dense, voilà, c'est difficile de retrouver les informations qu'on cherche. Donc, un CV clair, c'est un CV qui fait apparaître les principales informations qui donneront envie aux recruteurs de vous voir parce que c'est une réponse à ses besoins. Agréable à lire. Ça veut tout simplement dire que un CV qui est bien organisé, voilà, la mise en page est correcte, c'est agréable à lire. C'est aussi un format PDF, par exemple, si c'est envoyé par mail, c'est beaucoup plus agréable qu'un scan d'un CV. C'est une évidence, mais bon, c'est important de le dire. Ce qui est important de mettre en avant dans votre CV, ce sont les acquis de votre parcours professionnel qui répondent aux besoins du recruteur. Les acquis de votre parcours professionnel, ce sont vos ressources, vos qualités, vos compétences. C'est ça. Alors, à titre d'expérience, on me demande régulièrement des avis sur des CV et c'est en général la première remarque que je fais. Il y a beaucoup de CV où on ne voit pas clairement les compétences du candidat. On a bien souvent une liste des activités des candidats sur les différents postes tenus, mais les acquis, les compétences, on les voit rarement, pas assez souvent, ou quand il y en a, ils ne sont pas assez clairs, lisibles. Pour autant, ce sont vos compétences qui répondent aux besoins du recruteur. Et puis l'expérience, ça veut dire que oui, ok, vous affichez des compétences, mais pour rassurer le recruteur sur le fait que vous avez eu l'occasion d'acquérir et de développer ces compétences, vous allez lui montrer que vous avez eu des activités sur les différents postes que vous avez occupés qui vous ont permis d'acquérir et de développer ces compétences. Ou alors, les formations que vous avez suivies, formations universitaires ou scolaires, et les formations continues qui vous ont permis de développer ces compétences. Alors, sur la forme, quelques recommandations rapides, 2 pages maximum, voilà, clair, lisible, synthétique, c'est l'essentiel. Les compétences plutôt en tête de CV pour que ça apparaisse rapidement. Alors la slide suivante nous parle de la lettre de motivation. Alors lettre de motivation, ça vient compléter en fait le CV. Donc avec vos mots, avec votre style d'écriture, je vous invite et nous vous invitons à avoir un plan structuré qui peut relever du vous. J'ai compris les enjeux de votre structure, j'ai compris les principales activités du poste, j'ai compris que vous avez telle et telle politique, par exemple, ou telle et telle compétence dans votre structure. Intéressez-vous au recruteur pour pouvoir montrer au recruteur que vous le connaissez un peu. Donc, vous pouvez parler de lui dans la lettre de motivation. Le jeu, c'est, le CV, il parle de telle et telle compétence et vous pouvez les illustrer un peu plus avec une illustration d'une compétence forte qui est attendue par le recruteur. Et puis enfin, j'ai compris les enjeux de votre structure, moi je viens avec ça et nous pourrons faire ceci ensemble. Je pourrais vous apporter ceci sur le poste et j'imagine que nous pourrons faire ceci ou cela. Quelques recommandations, une page, des paragraphes courts, allez à l'essentiel. N'oubliez pas de solliciter un entretien de recrutement. Vous donnez envie aux recruteurs de vous voir solliciter cet entretien de recrutement. Alors, quelques mots sur la slide suivante, sur ce qui est attendu par un recruteur. Alors, un recruteur attend que vous connaissiez la fiche de poste, principales activités et compétences attendues, que vous puissiez soutenir tout ce que vous mentionnez dans votre CV, lettre de motivation. Il attend de vous des interrogations, j'en ai parlé tout à l'heure, les questions que vous vous posez. Il attend de vous que vous illustriez, que vous valorisiez vos compétences, c'est-à-dire que j'ai telle compétence
et je l'ai développée ou mise en œuvre dans telle et telle situation. Donc, c'est être capable de montrer quel est votre rôle pour pouvoir illustrer votre compétence, savoir pourquoi vous êtes là, j'ai envie de. Et puis, bien sûr, et Chantal reviendra tout à l'heure dessus, sincérité, véracité, écoute, qualité de communication, etc. Donnez envie aux recruteurs de vous voir au travers de votre CV et lettres de motivation notamment. Un mot rapide pour finir cette partie, se préparer à un entretien de recrutement, c'est la prise de contact, slide juste d'après. Donc, vous avez décrypté la fiche de poste, vous avez commencé à construire votre CV en réponse aux besoins que vous identifiez du recruteur. La lettre de motivation, c'est personnalisé. Prise de contact, c'est avant l'entretien de recrutement. Si vous le faites, eh bien, n'oubliez pas que c'est un moyen de vous faire connaître. Voilà, si vous faites connaître, c'est que vous manifestez votre intérêt. Vous recueillez des informations qui vous permettront de vraiment discuter avec le recruteur dans le cadre de l'entretien de recrutement. Si ce n'est pas demandé, proposez un CV et lettre de motivation. Ça sera toujours un plus si un autre candidat ne le propose pas. Et surtout, sollicitez un entretien. Alors voilà, j'ai essayé de faire vite les grandes lignes de la préparation à un entretien de recrutement. Mais le thème de ce webconférence, c'est aussi se présenter à un entretien de recrutement. Chantal ? Puisque vous êtes bien préparé, on va passer à cette présentation au recrutement. Donc, alors, slide suivante, merci. Il faut savoir que dans les formats possibles d'entretien, il en existe plusieurs, et le plus classique que vous devez tous connaître, c'est l'entretien individuel. À savoir que parfois, on peut cependant se retrouver en face de plusieurs personnes. Le plus fréquent peut-être dans ces cas-là, c'est de se retrouver avec votre N+1, voire le N+2. Ce qui peut arriver aussi, et là c'est davantage le cas des collectivités locales, c'est d'avoir la direction ou le représentant RH éventuellement. Un autre format possible est l'entretien collectif. Alors personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de participer à de tels entretiens. Ils se font en général plus rares. Alors, ça permet parfois au recruteur de gagner du temps, notamment s'il doit recruter plusieurs postes sur le même profil. Et pour certains types d'emplois, je dirais, notamment ceux qui requièrent des compétences relationnelles ou de travail en équipe, ça peut être l'occasion de confronter les personnes, de tester les personnalités, leur résistance au stress, par exemple. Sur la forme, et vous l'avez sans doute peut-être déjà testé, il y a l'entretien téléphonique en visioconférence qui se pratique aussi de plus en plus, sachant que ces entretiens, finalement, oui, on peut les envisager au pluriel parce que parfois il y en a deux, proposés dans des configurations différentes. Donc la diapo suivante nous permet de rentrer dans le vif du sujet et le choix que nous avons fait finalement pour parler ensemble du contexte, du contenu de cet entretien, c'est de nous appuyer sur la parole de recruteurs. Alors, ils ont été rencontrés, ils ont témoigné et nous avons relevé certains des verbatims, donc des déclarations qui ont été faites. Il s'agit de recruteurs de cadres dirigeants, donc de directeurs de services déconcentrés, DDT, DREAL, secrétaire général, préfet. Pour autant, comme le disait Mickaël en préambule, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre cette casquette de recruteur et j'aurais cette tendance à dire que la grille de recrutement, les critères qui sont retenus finalement sont toujours un peu les mêmes dans ce qu'on va chercher à aller tester en tant que recruteur. Seul le niveau d'attente est gradué en fonction du niveau de responsabilité et attendu. Alors, première parole, l'entretien doit démontrer pourquoi vous êtes là, que vous avez les compétences et l'expérience attendues pour occuper le poste. Là, très clairement, ce qu'on attend de vous, c'est de comprendre vos motivations, ce vouloir agir, ce pouvoir agir. Et puis, vérifier dans un premier temps si vous êtes en phase avec ce CV, cette lettre de motivation qu'a reçue et qu'a retenue le recruteur. Autrement dit, si vous incarnez pleinement cette promesse que vous lui avez offerte. On vient vérifier aussi ce dont faisait part Mickaël tout à l'heure, l'authenticité de ce que vous avez mis dans le contenu de ces documents. Il faut que vous sachiez que ce qu'on va essayer de vérifier aussi, ce sont vos compétences et la démonstration que vous êtes en capacité
d'apporter les indicateurs de succès. On viendra sans doute aussi vous chercher sur les leçons que vous avez apprises, peut-être d'expériences plus difficiles. Alors d'ores et déjà, vous mettre à l'aise avec tout ça. Un autre témoignage dans la diapo suivante. L'entretien contribue à 80% de la décision finale. À la question « Est-ce que le courant passe ?», j'observe chez le candidat son regard, sa tenue, sa façon de parler, son aisance dans le discours, autrement dit la clarté, la simplicité, l'écoute. Est-ce qu'il répond franchement? Est-ce qu'on peut mesurer sa loyauté? Tous ces éléments permettent de dire si on a envie de travailler avec la personne qui est en face de nous et si cette personne, elle aura envie de travailler avec moi, également avec mon équipe. Là, on est clairement dans la projection d'une collaboration. On essaie de vérifier la personnalité de ce candidat qui est en face de nous et aussi, pourquoi pas, déjà cette compatibilité, voire cette complémentarité. Alors, quelques mots ici qui permettent aussi de déceler donc la qualité du langage, la façon de parler, le rythme. Tout ça fait référence aux émotions et à leur gestion qu'il est important de réussir à maîtriser. Un témoignage autre sur la slide qui suit. La personnalité du candidat, elle compte énormément lors de l'entretien, même en 30 minutes. Souriant, avenant, bienveillant, des critères de caractère. On n'a pas envie de recruter un candidat triste et ça existe. Pour autant, on ira vérifier sa carrière, s'il y a un fil conducteur et vérifier pourquoi il veut le poste, s'il connaît le recruteur et s'il montre qu'il est possible de s'entendre. Alors là, on fait référence à un candidat triste, et effectivement, ça existe. Et c'est vrai que c'est pas forcément la personnalité qu'on a envie de rencontrer, que vous soyez dans, je dirais, dans n'importe quelle position en tant que manager, donc c'est une posture particulière, que vous soyez dans une équipe, ce dont on a envie finalement, c'est que vous soyez là pour insuffler une dynamique positive. Si vous avez besoin d'embarquer une équipe, on attend votre enthousiasme et que vous portiez tout ça avec une belle énergie. Alors, par rapport à ce qui est énuméré ici, ça permet de vérifier aussi la curiosité que vous avez eue. Et a priori, si vous avez élaboré tous les documents dont dispose le recruteur, vous avez déjà été vérifié quelle est sa fonction, quelle est l'organisation, et puis ce qu'il ne faut pas perdre de vue finalement, c'est que pour cet exercice, ce qui est essentiel, c'est de s'entraîner en oral blanc, de s'entraîner à plusieurs reprises, quelques jours avant, voire quelques heures avant le rendez-vous, et surtout de retenir le positif de l'exercice. Alors, un autre recruteur nous livrait « Vous devez convaincre le recruteur que vous êtes la personne qu'il lui faut, que vous aurez envie et aurez plaisir à travailler avec lui ou avec elle. » Le recrutement, finalement, eh bien, c'est une rencontre. C'est la rencontre entre une personne motivée qui a compris ce que l'on attendait d'elle, qui a compris le métier, les responsabilités et qui en accepte par avance les contraintes. Et un recruteur qui a besoin d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Donc là, tout ça fait référence finalement à cet important investissement que vous avez eu au préalable. Vous avez travaillé la fiche de poste, l'adéquation par rapport à ce bilan de parcours et personnel que vous avez fait. Vous avez donc mesuré en quelque sorte ce qui est reflété ici, c'est-à-dire l'envergure du poste. Vous en avez pris la mesure. C'est ce que vient vérifier aussi le recruteur. C'est l'envergure de votre candidature et si vous avez les épaules pour le poste. Alors, pour poursuivre, peut-être quelques conseils au vu de ces paroles partagées. Alors, il y a toujours cet effet de la première impression. Cette première impression que tous les recruteurs qui se sont prononcés vous invitent à avoir la plus positive possible. Et cette première impression, elle se fait déjà avec l'image que vous allez envoyer de vous. Donc, il y a la tenue vestimentaire, la tonalité de votre voix, le rythme de la conversation, le regard, les gestes. Donc, tout ça, c'est le langage non verbal. Donc, avant même de commencer à échanger avec votre recruteur.
Et à contrario, je dirais, ce qui peut vraiment être rédhibitoire dans le cadre de ces entretiens, si votre posture et votre tenue n'est absolument pas adaptée. Et par ailleurs, alors on peut parfois ressentir une forme de stress chez le candidat, mais en revanche, une confiance excessive qui tire vers l'arrogance, où il n'y a aucune humilité, alors ça, c'est totalement à proscrire. Ce qui est important aussi, c'est de réussir à regarder la personne qui vous reçoit. Et si elles sont plusieurs, regardez les unes après les autres. Donc, décontractez-vous, souriez. Vous l'avez compris, on est dans un exercice de séduction. Il faut plaire au recruteur et lui donner envie de travailler avec vous. Alors, quand on commence à s'exprimer devant le recruteur, et c'est la slide suivante, les premières minutes, elles comptent aussi. Et alors, il y a un exercice qui est intéressant, c'est l'elevator pitch, qui consiste à se présenter en 2 à 3 minutes de façon concise et percutante, alors qui est assez originale et qui est une bonne entrée en matière. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et faire la promo d'une séquence qui viendra demain, donc qui est construire mon pitch. C'est demain à 9h30 avec Loïc Goff. Ne la ratez surtout pas. En tout cas, ce qu'il est nécessaire de travailler, c'est une présentation qui soit claire de votre expérience et toujours dans cette valorisation de votre parcours, une traduction positive. Et puis, n'hésitez pas à valoriser les soft skills qui sont devenus très convoités actuellement. Il s'agit de ces compétences comportementales. Et je dirais que par expérience de recruteur, là je change un peu de casquette, il existe des métiers, des fiches de poste qui relèvent de métiers de niche où il est très difficile de trouver les profils au sein du MTE et je pense en particulier à des compétences en politique sociale du logement. On sait pertinemment qu'il nous faudrait le mouton à 5 pattes, c'est très compliqué. En revanche, la mise en situation sur ces compétences particulières permet de pouvoir recruter sur des qualités, des personnalités, en les mettant en projection par rapport à sa position de manager, mais aussi au sein d'une équipe, de l'équilibre et de la collaboration qui peut y être trouvée. Et puis, on y revient, sachez exprimer vos motivations. C'est primordial. Alors ensuite, dans l'échange qui va s'installer entre vous, candidat, et le recruteur, donc toujours dans cette attitude positive, valorisez vos compétences. On répète avec Mickaël, ça fait partie de la pédagogie. Et puis, vous avez travaillé vos compétences. Donc ça se reflète en particulier dans le CV. Ça se reflète également dans la lettre de motivation, bien évidemment. Et les contributions marquantes, elles sont importantes parce qu'elles permettent de valoriser votre parcours. Ce qui peut être très intéressant, c'est d'apporter des illustrations. Alors, ça peut être aussi des illustrations chiffrées, mais surtout, projetez-vous sur des questions qui peuvent être posées, car ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec tout ça. C'est-à-dire qu'on va aller vous chercher sur le sujet et vous poser des questions sur « Ah oui, vous avez accompagné le changement, mais comment vous y êtes-vous pris ?» Ah, vous avez piloté cette action et quel était votre rôle précisément? Donc, ayez en tête qu'on viendra quand même vous chercher pour vérifier l'authenticité de l'information. Alors, n'hésitez pas aussi dans cet entretien avec le recruteur à prendre la parole puisqu'il s'agit d'un échange qui s'installe. C'est aussi une façon de démontrer l'intérêt que vous portez au poste, les questionnements que vous avez eus, donc l'analyse, l'examen dont vous avez fait preuve avant l'exercice de l'entretien. Donc, posez des questions sur ce qu'on attend de vous précisément, au-delà de cette fiche de poste qui a été mise en avant. L'échange est tout à fait possible et elle démontre à quel point vous avez réfléchi avant. Donc, restez concis, précis, mais n'hésitez pas cependant à enchaîner lorsqu'on vous propose une question de relance. Et puis, quelques derniers conseils pour en terminer. Alors, il arrive que quelquefois s'installe une période de silence. Alors, il ne faut surtout pas s'en inquiéter et au contraire, en profiter pour se recentrer.
si nécessaire. Bon, l'idée, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, d'être dans l'écoute. Alors, si vous interrompez votre interlocuteur, bien évidemment, ça remet en question votre capacité sur le sujet. Pour autant, laissez-le mener l'entretien. Alors, cette relation, cet échange qui s'installe au travers de l'entretien de recrutement, il permet aussi de tester, au-delà de la la qualité d'une future collaboration. Parce qu'on peut imaginer, et ça aussi bien du côté recruteur que du côté candidat, que ce soit le reflet de la collaboration qui s'en suivra. Donc, la qualité de cet entretien. Et ce qui est visé, d'un côté comme de l'autre, c'est cette relation gagnant-gagnant, puisque finalement, on veut surtout aller vers un bon casting, et vous, en tant que recruté, ce que vous attendez, c'est de pouvoir vous épanouir dans un poste qui est celui qui vous convient, avec lequel vous êtes en phase. Voilà, tout ceci sera rendu possible parce que vous aurez conscience de vos émotions et vous saurez les gérer puisque bien préparés. Merci à tous. Place aux échanges, Mickaël, n'est-ce pas? Super, merci. Jérôme, est-ce que ton micro fonctionne? Non, ton micro ne fonctionne pas. Bon, avec Chantal, nous allons nous efforcer de répondre à vos réactions, questions qui sont dans la partie discussion publique. Alors, je commence par... voilà, je vais commencer par Nassima qui pose 14h16. Voilà, comme ça nous permet avec Chantal de pouvoir prendre les choses dans l'ordre chronologique. Comment indiquer nos souhaits sans mettre les pieds dans le plat? Question horaire et télétravail. Alors, la réaction que j'ai à chaud, Nassima, par rapport à cette question, cette remarque, c'est quelque chose qui est abordé et à aborder soit dans le cadre de la prise de contact, c'est-à-dire que vous êtes dans une démarche de recherche d'informations complémentaires par rapport à tout ce que la fiche de poste met en avant. Donc là, vous pouvez poser la question, quelles sont les modalités horaires de celui ou celle qui tiendra le poste, ou quelles sont les modalités de télétravail de celui ou celle qui tiendra le poste et à quelle échéance. Donc ce peut être dans le cadre de la prise de contact. Après, si on se retrouve à devoir aborder ça dans le cadre de l'entretien de recrutement, la question enfin, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est ne commencez pas par ça. Parce que là, vous commencez par vos intérêts personnels, alors que justement, l'échange avec le recruteur porte sur le poste, les activités, les compétences. Et voilà, le roi, on pourrait dire, dans un entretien de recrutement, c'est quand même le recruteur, donc c'est lui qui mène l'échange. Et si on a à aborder cette question, c'est plutôt en deuxième partie, voire en fin de l'échange de l'entretien de recrutement, où vous allez venir vous informer, c'est toujours ça, vous allez venir vous informer des modalités de télétravail, etc., pour que vous aussi, vous puissiez prendre le temps de la réflexion et de la décision derrière. Première réaction au message de Nassima. Chantal, tu veux réagir à une autre question posée? Micro, Chantal. Ce sera en effet beaucoup mieux. Oui, c'est mieux. Alors, la question suivante dont je prends connaissance, doit-on envoyer systématiquement le CV et la lettre de motivation? Alors, je ne sais pas dans quel contexte vous vous projetez, Monsieur Gouin, Mathieu Gouin. J'aurais tendance à dire que pour pouvoir participer à la suite, et ce qui est visé, c'est bien de pouvoir déclencher un entretien et puis démontrer ce dont on vient de parler, c'est quand même un support qui va permettre cette première sélection auprès du recruteur. Donc, alors je ne sais pas si c'est la question, si c'est envoyer l'un ou l'autre. En tout cas, le CV, oui. La lettre de motivation, c'est quasi systématique désormais, parce que c'est vrai que ça permet de révéler des choses qui sont différentes.
Ce qui est important, c'est surtout d'avoir une cohérence entre le CV, la lettre de motivation et in fine ce que vous allez proposer lors de l'entretien. Et j'ajouterais d'ailleurs que dans l'élaboration de ces deux documents, vous allez devoir plonger dans votre parcours et vous poser les bonnes questions. Il faut savoir que ça, c'est un investissement qui sera payant pour la suite. Donc, selon moi, c'est oui. Et autre question, moi-même, y a-t-il des postes en total télétravail dans la fonction publique? Je n'en ai pas connaissance. Le maximum que je connaisse, c'est 3 jours de télétravail. Néanmoins, c'est une question qu'il faudra évoquer avec le recruteur. Je prends ensuite la question d'Élodie pour les candidatures spontanées. Doit-on impérativement mettre un titre correspondant à un poste? Alors, c'est intéressant ce que vous abordez, Élodie, parce que c'est voilà, il peut y avoir une rubrique ou un pavé, soit titre de CV, soit profil de la personne. Alors, candidature spontanée, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de poste qui est offert dans cette structure, dans ce service, et pour autant, je vais envoyer une candidature pour que les recruteurs me connaissent et automatiquement voient mon intérêt, et s'il y a un poste qui s'ouvre, que je sois peut-être mis au courant avant. Alors, mettre un titre, si vous visez un poste précis, pourquoi pas, c'est votre choix, c'est à vous de décider. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé parce qu'on est en poste de candidature spontanée, mais ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un petit mot sur vous, quel est votre profil. Le profil, on peut retrouver par exemple, voilà, on a parlé compétences dans le CV et ce peut être une force. Une force, pour moi, je fais la distinction entre compétence et force. Une force, c'est une ressource, c'est une qualité que l'on va mettre en œuvre sans que ça nous demande de l'énergie. Voilà, on peut avoir des qualités, par exemple, je sais pas, de maîtrise de soi. Voilà, dans des situations très complexes, on arrive à garder notre maîtrise de soi. Ça ne nous demande pas beaucoup d'énergie. Ça, c'est une force. Alors que chez un autre, garder sa maîtrise de soi, faut qu'il se contienne. Et là, c'est plutôt une compétence. Donc, le problème, ça peut être, par exemple, mettre en avant, eh bien, une de ses forces. Chantal, tu veux prendre une autre question? Oui, alors celle qui suit, c'est Corinne qui l'a appelé sur cette possibilité de solliciter un entretien visio compte tenu d'une résidence qui est un peu éloignée du lieu du poste. Alors peut-être pas d'emblée, parce que c'est vrai que vous commencez à poser votre propre contrainte à vous. Je pense que le recruteur saura comprendre le moment venu si vous avez décroché cet entretien, ne serait-ce que pour répondre à une politique du ministère, si jamais c'était au MTE, sobriété oblige, de pouvoir le réaliser en visio, au regard de l'expérience qu'on en a désormais. Ça viendra ensuite et très naturellement. Mais à mon sens, c'est pas quelque chose à poser d'emblée au travers de la lettre de motivation. Voilà, on n'a pas besoin de ce détail qui pour autant compte. J'en ai bien conscience. Photo, pardon, tu voulais continuer, Chantal? Ah, j'étais lancée, oui, oui, oui. Je vois une remarque de Fabienne hein, qui est tout à fait juste. Alors peut-être que c'est une traduction qui n'était pas évidente de ce que j'ai pu partager avec vous toutes et tous. Bien évidemment, l'idée c'est de rester soi-même quand on se présente à un entretien, mais peut-être de mettre en avant le meilleur de soi-même. Excellent. Photo, je prends la question de la photo et je prends aussi la remarque d'Emma sur la loyauté d'un candidat dans le cadre d'un entretien de recrutement. Photo, alors ce n'est pas une obligation. Il faut savoir, je crois, j'ai cette donnée en tête, c'est 80, un CV avec une photo à 80% de plus de chances d'être considéré favorablement par un recruteur. Pour autant, ce n'est pas une obligation. Alors, petite précision, la photo, choisissez-la bien aussi. Il est important qu'elle soit professionnelle. Pour aller un peu plus loin, suivant le poste que vous visez, vous pouvez avoir un fond qui est un peu différent. Mais dans tous les cas,
je concrétise. Il y a des postes dans notre pôle ministériel qui ont vocation à traiter des questions de nature, biodiversité, etc., etc. Donc, un fonds naturel s'y prête. Alors que si c'est une activité plutôt administrative, un fonds neutre s'y prête mieux. Ce qui est important, c'est que votre photo corresponde à vous, que le recruteur puisse vous reconnaître facilement le jour où vous allez être reçu en entretien de recrutement. Et une photo souriante, voilà, dans une juste mesure, est beaucoup agréable qu'une photo qui est très neutre. Et puis, réaction sur la loyauté d'un candidat dans le cadre d'entretien de recrutement. Oui, ça peut se percevoir, bien entendu. Imaginez une question du type quel a été le plus grand défi professionnel que vous avez eu à relever? Et puis là, vous avez le candidat qui commence à parler d'un de ses anciens managers. Oh là là, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que le manager n'avait pas telle qualité, etc., etc. Vous imaginez bien que la réponse du candidat va démontrer qu'en termes de loyauté, c'est pas ça. Ça veut dire que le recruteur qui est en face, il va se dire bon, si ça se passe mal avec moi, il n'hésitera pas de parler de moi après derrière. Voilà. Donc c'est important dans le cadre d'un entretien de recrutement, d'être loyal, respectueux, respecter la dignité de notre ligne managériale sur les postes occupés par le passé, ou même de respecter la dignité et fonction des interlocuteurs avec lesquels on a pu traiter certains dossiers. Tu veux prendre la main, Chantal ? Oui, alors Emmanuel, qui nous fait part de cette situation où finalement on peut louper un entretien à cause du stress, ce qui ne voudrait pas pour autant signifier qu'on ne convient pas au poste demandé. Alors effectivement, c'est une situation qu'on peut rencontrer. C'est pour cette raison que tout à l'heure je disais qu'il est important de se préparer et ensuite de s'entraîner à cet exercice oral, parce que c'est ce qui va vous aider aussi à déceler là peut-être où vous êtes le plus sensible, le plus émotif, et à le travailler. Et par ailleurs, alors ce sur quoi je n'ai peut-être pas insisté, c'est que le recruteur, même si ça paraît pas évident au départ, il est là pour vous mettre à l'aise. C'est ce qu'il cherche à faire, à vous mettre en confiance, parce qu'il a vraiment envie que cette rencontre, ce soit un moment de vérité. Il n'est pas là pour vous piéger, donc ayez ça en tête aussi, peut-être pour vous donner confiance. Et puis ce côté émotif, stress, l'entraînement, c'est vraiment important. C'est des choses, quand vous les avez décelées, que vous vous donnez les chances de dépasser et de mobiliser des ressources que vous ne soupçonniez pas. Je continue avec la remarque de Sophie. 2 fiches de poste. Voilà. Référence. Alors là, c'est votre stratégie. Si voilà, les 2 fiches de poste, vous avez un intérêt équilibré pour les deux. Dans le cas de la prise de contact, c'est important d'être très au clair sur la façon et les modalités dont vont se passer les entretiens de recrutement. Est-ce qu'il y en aura un seul pour les deux? Est-ce qu'il y en aura deux? Voilà, ce sont des questions à poser avec le recruteur dans le cadre d'une prise de contact, par exemple. Et puis là, c'est votre stratégie, Sophie. S'il y a un poste qui vous intéresse plus, pour telle ou telle raison, c'est important de l'afficher assez rapidement. On a parlé tout à l'heure de sincérité dans le cadre de la préparation, mais aussi de la présentation. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a un poste que vous préférez pour telle et telle raison, à le spécifier pour que ce soit très au clair. Lorsqu'on travaille au quotidien avec une personne, on est enfin, ça se passe mieux dès lors qu'on est très au clair avec l'autre. Donc là, c'est exactement le même conseil qui peut être donné. D'ailleurs, j'ajouterais, Michael, en tant que recruteur, il m'est arrivé de poser la question au candidat sur la situation, s'il postule ailleurs et quel classement il mettra en place. Super. Tu veux continuer? Je continue? Oui, alors toujours Emmanuel qui explique qu'on demande les entretiens professionnels. Il faut également tenir compte. Alors absolument. Et ça me rappelle certaines situations où il y avait une réticence d'ailleurs à confier ces entretiens professionnels parce que parfois dans des contextes très particuliers, ce qui est inscrit dans les entretiens, c'est pas forcément valorisant. J'aurais envie de dire, comme dans d'autres situations,
on tire l'enseignement de ces situations-là où il y a eu des difficultés. Ce qui est important, c'est que finalement, au préalable, vous soyez à l'aise avec ces situations, avec tout ce que vous offrez aux recruteurs et sur lequel il peut venir vous chercher et vous questionner. Donc oui, c'est de façon classique, c'est sollicité au même titre que le CV et la lettre de motivation et on s'appuie sur l'ensemble des documents. Mais il ne faut pas voir ça comme un obstacle. Si toutefois il y a je dirais un contexte qui vous met mal à l'aise. Il faut s'y préparer et ça va bien se passer. Comment parler et valoriser les ruptures de notre carrière et aussi d'éventuelles voilà, difficultés qu'on a pu avoir, notamment pour raison de maladie. J'aime beaucoup ça parce que justement dans la question, il y a déjà des éléments hyper importants. C'est-à-dire comment on valorise c'est peut-être des changements importants, voire moins de responsabilités, etc., etc. Il est important de donner du sens aux recruteurs, mais aussi de les valoriser, c'est-à-dire d'en parler positivement. Je prends un exemple. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne, une femme qui suivait son mari parce que son mari était militaire. D'une part, donc, elle occupait des postes totalement différents et puis ça pouvait faire peur. Mais néanmoins, la raison, c'était parce que son mari était militaire, donc elle suivait son mari. C'est louable de suivre son mari. Et puis d'autre part, elle a eu des enfants et à certains moments donnés, elle était donc en congé maternité et elle s'est occupée de ses enfants. Et tout cumulé, c'était 9 ans. Et quand on a commencé à échanger avec cette personne-là, elle n'en parlait pas parce que pour elle, c'était des trous et elle n'osait pas en parler. Et pour autant, quand j'ai commencé à discuter avec elle et que j'ai commencé à lui poser des questions sur ses activités pendant ces temps-là, il s'avère qu'elle faisait des trucs incroyables. C'est-à-dire qu'elle a eu des activités bénévoles qui lui ont permis de développer des compétences professionnelles. Comment parler et valoriser ces ruptures, etc., etc. Vous pouvez dire que pour raisons personnelles, il y a eu des impacts sur votre carrière professionnelle. Néanmoins, dans ce cadre-là, vous avez eu l'occasion de développer des compétences professionnelles qui sont utiles sur des postes. Être un moyen. Chantal, tu veux prendre une autre remarque, question? Alors, il y en a tellement qu'au vu du temps, Ça va être chaud. je vais faire des frustrés et j'en suis bien navrée. Alors, il y en a qui sont redondantes, hein, ceci dit, avec ce que tu viens d'exprimer, Michael. Alors, j'ose espérer qu'on aura apporté réponse à l'ensemble de ces personnes. Alors, je vois une situation qui fait état d'un rapprochement familial. Alors là c'est un contexte particulier de mobilité. Et sauf erreur de ma part, c'est une situation RH qui peut rendre prioritaire. Donc voilà, il y a vraiment un sujet RH à approfondir. Hein. C'est Karine qui faisait cette remarque. Alors, oh là là, plein de questions. Je réagis. Ouais, je réagis par rapport à une question. Auriez-vous des modèles de CV puisque ça correspond justement à ce thème, hein, se préparer à un entretien de recrutement. Vous pouvez aller sur Internet. Il y a de plus en plus de sites qui proposent des modèles de CV, notamment créer un CV en un seul mot. C'est un site voilà, qui peut permettre d'en trouver. Voilà. J'ai pour habitude de dire qu'on part d'une feuille blanche et de cette feuille blanche, on met toutes les informations qui sont utiles aux recruteurs. Donc ça peut être aussi voilà, complètement créé à titre personnel. Je pose une question à Jérôme en temps réel. Est-ce que avec Chantal, on a encore quelques minutes ou c'est 1 heure bloquée? On a encore 5 minutes? Bon, on peut continuer? Ok, ça marche. Tu veux continuer à réagir, Chantal? Alors, je vois une question
qui fait état d'une situation de handicap dans le cadre d'une reconversion. Où le questionnement, c'est est-ce qu'on doit faire part de la situation? J'aurais tendance à dire, on est toujours sur ce sujet de la loyauté. Par ailleurs, vous savez qu'en termes de loyauté, le recruteur a aussi à avoir, je dirais, ces mêmes valeurs, si ça le comporte au sein de notre ministère, du service public. Si au moment du recrutement, déjà cette première rencontre, elle est dans le faux, j'aurais tendance à dire qu'on part sur de mauvaises bases, donc sincère, valeur, et puis pas de discrimination. Donc voilà, Mickaël, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cet aspect-là, mais moi je serais plutôt pour me positionner pour être dans le vrai et le sincère et partir sur des bases qui mettent en phase. Sincérité. Oui, je suis en phase avec toi. Je réagis aussi sur une question parce que c'est en lien avec la présentation dans le cadre d'un entretien, notamment c'est tout ce qui est rapprochement familial. Faut-il le notifier dans la lettre de motivation ou faut-il l'aborder lors de l'entretien? On vous a dit avec Chantal que un recruteur va d'abord regarder si la candidature répond aux besoins du poste. Et ça passe par les compétences. Donc, certains font le choix de le spécifier, le rapprochement familial. Mettez-vous à la place du recruteur. Quelle idée il va se faire de vous? Voilà, ça c'est la question à se poser. Je sais que j'ai eu à accompagner des personnes qui avaient cette thématique. Je leur conseillais dans un premier temps de vraiment montrer l'intérêt, de passer par la motivation et de démontrer, identifier et valoriser les compétences avant de parler d'un rapprochement familial. C'est démontrer au recruteur que vous avez quelque chose à lui apporter en termes de compétences avant d'aborder ces questions de rapprochement familial. Je continue à réagir, Chantal. Une autre réaction sur les candidatures spontanées. Voilà, oui. Tu veux y aller, Chantal, ou j'y vais? Non, je t'en prie, je continue éventuellement. Ok, ça marche. À titre d'expérience, je sais qu'une collectivité, donc on a eu l'occasion au niveau du CVRH de Tours d'accompagner un collectif de personnes qui avaient leurs activités qui étaient transférées à 250 km de chez eux et ils se retrouvaient à avoir une famille dont les enfants étaient scolarisés, ils avaient acheté une maison, donc pour eux c'était inconcevable de partir à 250 km et ils ont des postes dans un périmètre géographique contraint. Or, c'était tellement tendu qu'il y avait peu de postes. Et la démarche qui a été réalisée, c'est d'envoyer des candidatures spontanées auprès d'une collectivité. Alors, je sais qu'on l'a fait et ce qui a été fait en interne, et ça c'est intéressant à partager, c'est que ces candidatures spontanées ont été diffusées auprès des chefs de service par la SG de la collectivité. Donc, c'est intéressant. Les candidatures spontanées, on n'y pense pas souvent, mais c'est intéressant de le faire. Ça peut apporter un plus. Alors, j'imagine, au regard de Mélanie qui arrive, qu'on a peut-être épuisé tout le temps. Est-ce que c'est ça, Mélanie? Bonjour Mickaël, bonjour Chantal, bonjour à tous. J'ai tout écouté sans être visible, mais oui, je suis la gardienne du temps et je viens pour vous dire qu'on peut peut-être écouter ou répondre à une dernière question et que ce sera la dernière. Non pas que le sujet n'était pas intéressant, mais il y a une autre conférence après. Donc voilà, nous devons clôturer cette conférence dans quelques instants. Donc, si vous voulez répondre à une dernière question, on dira que c'est la dernière. Tu veux y aller, Chantal, ou j'y vais? Alors, peut-être une où je vais pouvoir répondre très rapidement. Il y a Mathieu qui disait que la lettre de motivation n'était pas une obligation. Oui, Mathieu, vous avez raison, ça n'est pas une obligation. Je dirais que c'est
c'est un bonus et ça peut vous aider à décrocher l'entretien parce que vous avez déjà un premier échange par écrit. Mais vous avez raison. Merci Chantal. Donc je me permets de prendre le relais parce que Jérôme n'a pas retrouvé le son pour vous remercier tous les deux pour cette conférence très intéressante. J'espère et je crois comprendre au vu des échanges dans la discussion publique qu'elle a été utile à un grand nombre de personnes qui nous ont rejoints cet après-midi. Merci à tous les deux pour ces éclairages, pour les réponses précises que vous avez pu donner aux questions qui étaient posées dans la discussion publique. Pardon. Je me permets de préciser pour ceux qui participent à cette conférence et qui seraient sur Bordeaux que nous avons des séances de découverte du co-développement qui peuvent aider un certain nombre d'entre vous peut-être à expérimenter l'intelligence collective par ce biais, répondre à un certain nombre de problématiques professionnelles ou prendre un peu de recul sur une situation professionnelle donnée. Jérôme va mettre dans la discussion publique, merci Jérôme, des liens d'inscription parce qu'il reste quelques places encore sur certaines séances découvertes qui ont lieu la semaine prochaine, le mercredi 15 et le vendredi 17 de mémoire. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens dans la conférence. Voilà, je vous remercie beaucoup, Mickaël et Chantal, pour cette conférence. Merci Jérôme, désolé pour ces problématiques de son qui n'ont pas été facilitantes. Vous pouvez tous retrouver cette conférence en replay d'ici une petite heure, hein, le temps de l'encodage de la conférence, sur les sites internet donc, de la quinzaine de l'emploi public en PFRH Nouvelle-Aquitaine et PFRH Centre-Val de Loire, et peut-être participer à d'autres conférences, encore une cet après-midi et 4 autres conférences demain. Donc n'hésitez pas, les employeurs publics de Nouvelle-Aquitaine et de Centre-Val de Loire sont également à la manœuvre toute la semaine prochaine pour rencontrer les candidats potentiels ou les personnes intéressées par les métiers de l'emploi public. Voilà. Alors, je lis les dernières questions. Possibilité de Oui, bien sûr, le support, si Mickaël et Chantal sont d'accord, sera disponible sur les 2 sites internet de la quinzaine. Voilà. Merci Mickaël. Donc, voilà, ils sont mis en ligne avec le replay au même endroit. Donc, c'est l'onglet replay et ressources sur les sites internet sur lesquels vous vous êtes connectés pour réserver votre place à cette conférence. Voilà, d'ici la fin de journée. Merci à tous et bonne journée. Merci à toutes et à tous et belle réussite dans vos projets professionnels. Merci.